meurtre de Gaëlle Fossé, jolie jeune Normande aux yeux marrons tout près de Saint-Germain-la-Campagne, reste encore aujourd'hui, 13 ans après les faits, une véritable énigme. Nous sommes un soir d'avril 2007 dans un petit village de Normandie. Il est 18 h et Jean-Paul Fossé vient de fermer sa boulangerie après une longue journée de travail. Comme convenu, pour rentrer chez lui, il attend que sa fille Gaëlle, 21 ans, lui ramène sa voiture qu'elle a empruntée la veille. Mais les minutes passent, les quarts d'heure, les demi-heures, bientôt les heures. La nuit tombe, Gaëlle est injoignable et introuvable. Alors pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, il fait appel à une amie qui va le conduire directement chez sa fille, qui a emménagé depuis peu dans une maison pavillonnaire avec son fiancé Steven. Jean-Paul arrive sur les lieux et là, c'est la délivrance. Parce que non seulement la voiture en question est garée devant la maison, mais en plus il y a de la lumière dans la chambre de Gaëlle. Elle est forcément là, peut-être qu'elle a été malade, qu'elle a eu un empêchement. En tout cas, Monsieur Fossé est complètement rassuré. Il s'avance vers la porte, puis toque plusieurs fois, mais il ne se passe rien. Il l'appelle à voix haute, elle ne répond pas. Il jette des pierres à sa fenêtre, mais ça ne change strictement rien. Il est maintenant 22 h, l'inquiétude monte. Jean-Paul se dépêche de faire un aller-retour chez lui pour récupérer un double des clés de la maison de sa fille qu'il a, bien évidemment. Il revient, s'apprête à pénétrer dans la maison et c'est là, les amis, que le premier élément étrange de cette histoire advient. Parce que pendant ce temps, un homme est arrivé aux abords de la maison. Alors Jean-Paul lui demande qui il est, évidemment, et cet homme répond que c'est un ami de Steven qui l'a appelé pour aller jeter un œil à la maison, voir comment va Gaëlle, parce que Steven sait qu'elle a disparu depuis quelques heures. Jean-Paul ne connaît pas cette personne, il est un peu surpris. Il se trouve d'ailleurs que cet homme est pompier de profession. Il porte sa tenue de pompier, bien qu'il ne soit pas en service. Bref, il ne cherche pas vraiment à comprendre. Les deux hommes sont ensemble et pénètrent dans la maison. Premièrement, le chien du couple, un Rottweiler, est enfermé dans le cagibi, ce qui est assez étrange. Et puis ensuite, on sent une odeur inhabituelle aux alentours du salon. Un mélange de produits ménagers et d'autres choses. Alors les deux hommes s'avancent petit à petit vers le salon et ils découvrent que cette autre chose, c'est une mare de sang dans laquelle gît le corps sans vie de Gaëlle Fossé, à moitié dénudé. Bien sûr, Jean-Paul voit sa propre fille dans cet état-là, donc il est complètement sous le choc, mais il ne va pas vraiment avoir le temps de se rendre compte de la scène, pour la simple et bonne raison que le pompier va lui demander, voire l'obliger, à quitter la maison. Jean-Paul s'exécute, et il se trouve que ce jeune homme va donc s'enfermer autour de la scène de crime avec le corps de Gaëlle seul, pendant de longues minutes. Que va-t-il faire à ce moment-là ? Eh bien, bonne question, les amis. C'est un des mystères que nous allons tenter de percer dans cette vidéo. Et vous allez voir que c'est loin, très très loin, d'être le seul élément intrigant autour du pompier dans cette histoire. Parce qu'une fois sorti, ce pompier annonce le décès de Gaëlle à Jean-Paul. Elle a glissé dans les escaliers en faisant son ménage, lui dit-il. Le problème, les amis, c'est que Gaëlle Fossé a reçu plus de 66 coups de couteau. Il est assez clair qu'un véritable massacre a eu lieu dans cette maison, certainement pas un accident. Décidément, ce jeune pompier n'est pas très perspicace. Une chose est sûre, il n'y a aucune effraction dans la maison. Gaëlle a probablement ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait ce soir-là, quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui ne peut se cacher que parmi ses proches. Jean-Paul et Sylvie Fossé sont morts de chagrin, choqués. Les gendarmes arrivent, suivis des techniciens en identification criminelle, et c'est alors qu'une incroyable enquête va commencer. Les amis, préparez-vous parce que l'histoire que je vais vous raconter est assez hors norme. Absolument tout le monde est suspecté, tout le village. Les voisins vont être interrogés, quasiment tous. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont ne rien dire, d'autres vont carrément mentir.
et un gros doute va planer sur plusieurs personnes. Une chose est sûre, quelqu'un, un membre de l'entourage, un voisin, un proche, sait ou a fait quelque chose, mais qui ? Surtout que l'on va rapidement se rendre compte que Gaël et Steven n'avaient pas que des saints dans leur entourage, très loin de là. Les amis, après avoir travaillé sur le dossier, j'ai pu extraire 5 théories sur l'identité du meurtrier que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant, pour que vous ayez toutes les cartes en main, je vais vous parler des premiers éléments de l'enquête, de la scène de crime, de l'autopsie et de la vie et la personnalité de Gaël au moment du drame, pour que vous puissiez un petit peu vous faire votre propre idée, qu'on puisse échanger dans les commentaires, vous me donnerez votre théorie préférée, peut-être même que vous en avez une autre, et puis je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, après avoir passé de longues heures à étudier toutes les hypothèses, je vous dirai ce que je pense. Asseyez-vous confortablement, petit thé, café, jus de fruits, whisky, tout ce que vous voulez. Une chose est sûre, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le retour des vidéos, ça m'a énormément manqué. Merci à tous ceux qui sont là, merci à ceux qui ont fait des dons sur le compte Tipeee que je vous ai partagé dans la dernière histoire. Je citerai vos noms à la fin de la vidéo et je vous expliquerai brièvement pourquoi j'étais absent. Donc, on est parti, mais surtout, membres du Cercle Noir, on est de retour. Alors le premier élément qui va intriguer, c'est l'état de la chambre de Gaël. Souvenez-vous, son père y avait vu de la lumière quand il est arrivé. Eh bien, non seulement il a de la lumière, mais en plus la télévision est allumée. Notons aussi que son lit est défait. Tout porte à croire qu'elle était couchée, qu'elle s'apprêtait à dormir quand elle a reçu une visite inopinée. Une visite de quelqu'un qu'elle connaissait assez bien pour faire rentrer chez elle, changer son programme, mais aussi, les amis, boire de l'alcool avec, parce que figurez-vous que lors de l'autopsie, on va se rendre compte que son taux d'alcool dans le sang est de 0,80 g par litre, soit l'équivalent de plusieurs verres de vin. Il est probable d'ailleurs que son taux était encore un peu plus élevé que ça le soir du drame. On ne retrouvera par ailleurs aucune bouteille d'alcool chez elle. Son petit ami Steven, alors en déplacement professionnel à Saint-Étienne, ce pourquoi il avait demandé à son ami de jeter un œil à la maison, l'a eu au téléphone jusqu'à 21 h, le soir du meurtre, qui s'est vraisemblablement déroulé la veille de la découverte du corps. Il dit qu'elle était totalement normale et qu'elle ne lui a pas du tout parlé d'une potentielle visite d'un ami qu'elle attendait. Elle a bien sûr très bien pu lui mentir. À côté du corps de Gaël, les experts trouvent son pantalon de jogging qui lui a été enlevé et qui présente quelques taches de sang. Le caractère sexuel de ce crime laisse alors peu de doute, mais pourtant, lors de l'autopsie, l'on va constater qu'il n'y a aucune trace d'un viol. Gaël a reçu 4 coups de couteau dans le dos, très profonds, plusieurs au visage, dans le cou, et plus de 50 dans le thorax. L'agression a été d'une violence rare. Cependant, l'on retrouve quasiment aucune trace de défense. Vous savez que quand on reçoit des coups de couteau, alors je sais que ça ne vous arrive pas tous les jours, heureusement, mais le premier réflexe humain est de mettre ses mains en opposition. Là, les mains de Gaël ne présentent aucune blessure. On peut donc imaginer que, et c'est corroboré par les coups de couteau dans le dos qui vraisemblablement ont été assénés en premier, eh bien que l'agresseur s'est acharné sur elle mais de dos, et donc qu'il l'a prise par surprise, en quelque sorte, ce qui confirmerait, encore une fois, même si on en est assez sûr, qu'elle connaissait bien, voire très bien, son meurtrier, aussi bien que, voilà, elle lui tournait le dos, elle n'avait absolument pas peur de lui. De nombreux prélèvements sont faits sur une tasse ensanglantée, des mégots de cigarettes, plusieurs produits ménagers comme de l'assouplissant sont présents à côté du corps, ce qui intrigue beaucoup. Gaël était-elle en train de faire le ménage juste avant de se faire assassiner, ou bien est-ce que le meurtrier a maladroitement tenté de nettoyer les traces avec de l'assouplissant? Alors si c'est le cas, ça témoigne d'une certaine fébrilité du tueur, parce que nettoyer une mare de sang avec de l'assouplissant, ça ne marche pas. Pas que j'ai déjà essayé, mais je sais que ça ne marche pas. L'assouplissant, ce n'est pas fait pour nettoyer le sol. Mais pourtant, à côté de ça, eh bien, il n'a laissé aucune trace
Il a montré un certain professionnalisme. Il a certainement volé les clés de la maison et a fermé de l'extérieur pour retarder la découverte du corps, pour lui laisser le temps soit de fuir, soit de se débarrasser d'objets compromettants. D'ailleurs, il est fort probable qu'il eût été au courant de l'absence de Steven ce jour-là, sinon il n'aurait sûrement pas pu connaître le crime. Qui savait que Steven était en déplacement professionnel cette semaine? Des amis, des proches, des voisins, autant de suspects auxquels nous allons nous intéresser maintenant. Gaëlle n'avait que 21 ans, une fille très belle qui attirait beaucoup de convoitises. Comme le dit sa maman, elle était heureuse à cette période avec une formation de comptable en poche, une maison avec Steven qu'elle aimait énormément, qu'elle avait rencontré à 17 ans, son chien qu'elle adorait et ses parents desquels elle était très proche. Quelqu'un a détruit tout ça le 26 avril 2007. Quelqu'un peut-être qui a cherché à s'innocenter en découvrant lui-même le corps. Quelqu'un qui est entouré de beaucoup d'éléments mystérieux. Les amis, voici notre premier suspect. Ce pompier a 24 ans. Il habite dans le village et s'est séparé de la mère de ses 2 enfants il y a peu de temps. Il traverse une période compliquée au moment du drame. C'est sur lui que tombe Jean-Paul Fossé à 22h30 avant d'entrer dans la maison, tout simplement parce que Steven, se trouvant alors à 1000 km, lui a demandé de s'y rendre. Mais pourquoi lui? Eh bien simplement parce que Steven et cet homme sont meilleurs amis depuis le collège. Il connaît aussi Gaëlle, bien sûr, et il se trouve d'ailleurs qu'il lui a rendu quelques visites, quelques jours avant le drame. Le 24 avril, il se confie à elle sur sa séparation. Il n'est pas très bien, la jeune femme le réconforte. Il apprend forcément au passage que Steven n'est pas là, à moins même qu'il l'eût su avant. Cet événement va marquer Gaëlle qui va en parler à son père. Elle va lui dire que ce n'est pas dans ses habitudes de venir alors que son meilleur ami est absent. Mais bon, de prime abord, rien de très accablant. En revanche, plusieurs de ses agissements le soir de la découverte du corps interpellent. Tout d'abord, il est en tenue de service et il est muni d'une torche, alors que c'est simplement un ami qui lui a demandé de venir jeter un œil à sa maison. Un soir, il n'est pas du tout en train de travailler, normalement. Ensuite, il insiste pour rester seul sur la scène de crime, alors peut-être pour éviter à Jean-Paul une scène d'horreur, ce qui est honorable, mais qu'a-t-il fait, seul, pendant ces longues minutes autour du corps? Eh bien, personne ne le sait vraiment. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'il a recouvert les jambes dénudées de Gaëlle d'un drap. Par respect, peut-être, mais il est connu qu'il vaut mieux ne jamais interagir avec une scène de crime avant analyse. Un pompier habitué à ce genre de découverte devrait le savoir. Et puis après que ce jeune homme soit sorti de la maison, Jean-Paul va lui demander de prévenir Steven, de lui dire ce qu'il a vu quand il était seul à l'intérieur. Réponse du pompier, et je cite, « Je ne peux pas, il va me tuer ». Et puis va se dérouler une scène qui, moi, m'inquiète énormément. Parce que, après avoir refusé d'appeler Steven, le pompier va partir. Il va être introuvable, on pense qu'il rentre chez lui. Sauf que quelques heures après, aux alentours d'1h du matin, Jean-Paul Fossé, qui lui est resté aux alentours de la maison, le voit revenir, mais pas en provenance de la route, en provenance d'un champ, d'un endroit où il n'y a pas d'habitation, alors qu'il fait nuit noire. Qu'a-t-il fait pendant 3 heures, tout seul, dans une espèce de champ? Est-ce qu'il aurait pu se débarrasser d'objets compromettants qu'il aurait peut-être ramassés juste avant quand il avait voulu être seul sur la scène de crime? On peut tout imaginer. On peut aussi imaginer qu'il ait eu besoin de de penser à autre chose, de prendre l'air, parce qu'une découverte comme ça, quand on découvre une amie comme ça doit être traumatisant, j'imagine, je ne le souhaite à personne. Mais bon, je sais pas, partir 3 heures en pleine nuit dans un champ, et puis revenir à 1h du matin, c'est assez étrange. Autre élément troublant, quelques jours plus tard, Steven va rendre visite à son ami, qui est un de ses meilleurs amis encore une fois. Il est accompagné de son Rottweiler, celui qui a été enfermé dans le cagibi. Là va se dérouler une scène absolument incroyable. Le Rottweiler, à la vue du jeune pompier, va péter un câble. Il va devenir fou. Il va aboyer dans tous les sens et devenir
très agressif, au point que Steven sera obligé de partir avec son chien. Il sera obligé de quitter son ami. L'homme de 24 ans commence sérieusement à attirer l'attention des enquêteurs et il est placé en garde à vue le 29 mai 2007. Il n'a pas vraiment d'alibi. Le soir du meurtre, il était avec son ex-compagne entre 22h et minuit, mais qu'a-t-il fait après? Le problème est que l'heure du crime est incertaine. Il a vraisemblablement eu lieu entre 20h, le 26 avril, et 6h du matin, le 27 avril. Ce qui fait que l'alibi ne tient pas. Il aurait très bien pu tuer Gaël entre 20h et 22h ou entre minuit et 6h du matin. Mais malheureusement, les amis, ou heureusement pour lui, je ne sais pas, ce n'est pas parce qu'un chien s'excite sur vous que vous avez tué quelqu'un, ce n'est pas parce que vous partez pendant 3 heures dans un champ après avoir découvert un corps que c'est vous, ce n'est pas parce que vous êtes en tenue de pompier alors que vous n'êtes pas en service que c'est vous. C'est simplement des choses étranges, mais ça ne suffit pas, bien sûr, à la police pour le garder. Manque de preuves tangibles, il est donc remis en liberté. Alors bien que très étrange, le pompier n'a pas de casier judiciaire. Il ne s'est jamais montré violent ou menaçant envers Gaël, à l'inverse d'un homme qui va commencer à sérieusement attirer l'attention des enquêteurs. Une nouvelle fois, un ami de Steven, qui va devenir le suspect numéro 1 de toute cette affaire. David est un homme de 22 ans, habitué des petits délits. Justement, il se rend souvent chez Gaël et Steven pour fumer avec Steven qu'il côtoie depuis quelque temps. Sauf que petit à petit, Gaël va se plaindre. Elle va se plaindre des multiples regards insistants et déplacés de David, de quelques approches malvenues, au point où elle va carrément interdire à Steven de le faire venir à la maison. Mais le week-end précédent le meurtre, il est tout de même revenu. Gaël avait alors décidé de rentrer chez ses parents quelques jours. C'est à cette occasion que Steven aurait appris à David qu'il partait en déplacement la semaine suivante. De plus, il sera démontré dans l'enquête que David était déjà venu importuner Gaël plusieurs fois avec un ami en sortant de boîte de nuit quelques semaines auparavant. Alors dès le lendemain, dans le cadre de leur enquête de voisinage, les gendarmes l'interrogent. À la question « Connaissez-vous Gaël et Steven ?», David répond non, c'est un premier mensonge. À la question « Qu'avez-vous fait la journée du 26 avril ?», David répond qu'il était chez lui avec un ami, ils ont passé la journée à jouer à la PlayStation, puis ensuite ils sont allés à un barbecue dans un autre endroit vers 18h. C'est un deuxième mensonge, parce que l'ami dont il parle sera retrouvé et il confirmera, tout comme d'autres personnes, que David n'était pas au barbecue. L'ami dira en fait qu'il avait tout simplement préféré rester chez lui. Un voisin dira l'avoir vu devant chez lui vers 20h50 et bien plus inquiétant, un autre voisin dira l'avoir vu faire des allers-retours entre la maison de Gaël et la sienne au cours de la soirée. Les gendarmes apprennent aussi qu'il ne s'est pas présenté à son travail le lendemain. En revanche, il est allé à une soirée où les invités diront l'avoir trouvé extrêmement étrange. Bref, les gendarmes le suivent de très près jusqu'à ce qu'en septembre 2007, les résultats des analyses du jogging taché de sang de Gaël tombent. Sur une trace de sperme, 3 ADN sont détectés. Celui de Gaël, celui de Steven et celui de David. Les gendarmes se mettent directement à sa recherche pour l'interroger, pour le placer en garde à vue. Le problème, les amis, c'est que David est déjà en prison. Pourquoi ? Eh bien parce que 1 mois plus tôt, en pleine nuit, il s'est introduit chez une jeune fille mineure et l'a violée. Alors les gendarmes sont surpris ou non de découvrir cela. Une chose est sûre, ça les conforte dans leur idée que c'est lui. Il est extrait de sa cellule et placé en garde à vue. Il explique qu'il n'a rien fait, qu'il avait menti sur ses premières déclarations car il avait peur que cette affaire concerne son petit trafic de drogue qu'il avait mis en place.
Quant à la présence de son ADN sur le jogging de Gaël, il n'a aucune explication. David est mis en examen pour le meurtre de Gaël Fossé, il est remis en prison, il y était déjà de toute manière, et puis ma foi, eh bien, tout le monde pense que l'histoire est terminée. David a tué Gaël parce que, pour un motif sexuel, tout simplement, il voulait avoir des rapports avec elle, elle ne voulait pas, Steven s'absente, il va la voir, ça tourne mal, il la tue, tout le monde s'arrête là, puis ça dure comme ça pendant de nombreux mois, au final, et les parents de Gaël, ils sont apaisés en quelque sorte, parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Petit problème, les amis, c'est que 15 mois après, une contre-expertise ADN est demandée. Elle est réalisée, et puis l'on découvre que la quantité d'ADN retrouvée sur le jogging, celui de David, eh bien, cette quantité n'est pas assez importante pour constituer une preuve. Selon la nouvelle analyse, il ne pourrait s'agir là que d'un ADN de transfert. Imaginons par exemple que David, qui allait régulièrement chez eux, se soit assis sur une chaise et que Gaël se soit assise sur la même chaise après, eh bien c'est là que le transfert d'ADN aurait pu avoir lieu. Et si vous voulez, les experts ayant fait ces analyses estiment que ce n'est pas suffisant. Coup de théâtre dans cette affaire, David est remis en liberté. Alors, il reste mis en examen, mais on verra au fur et à mesure des années qu'il ne sera plus jamais vraiment inquiété dans cette histoire. Tout ça à cause de cette histoire d'ADN, comme quoi, même avec les expertises scientifiques, parfois il y a des doutes. C'est ça qui est terrible. Alors bien sûr, j'imagine que tous les éléments que je viens de vous donner concernant David poussent la plupart d'entre vous, ou au moins une bonne partie, à penser que c'est lui, mais moi j'ai quand même une petite objection à faire. N'oubliez pas le déroulement probable de la soirée. Gaël est dans sa chambre, elle est dans son lit, elle regarde la télé, elle s'apprête à dormir. Là, elle reçoit la visite de quelqu'un. Une nouvelle fois, quelqu'un qu'elle connaît assez, en qui elle a assez confiance et qu'elle est assez contente de voir pour ouvrir et passer la soirée avec lui et boire de l'alcool avec lui alors qu'elle avait prévu de dormir. Donc elle change son programme. Après tout ce qu'on a vu, après ce que je vous ai dit, est-ce que vous pensez sérieusement que Gaël aurait ouvert la porte à un David? Moi, je ne pense pas. Donc c'est une zone d'ombre. Une zone d'ombre que je vais peut-être pouvoir éclaircir avec la troisième théorie que je vous présente maintenant. Julie est une amie de Gaël. Elle se voit régulièrement, sauf que l'on va se rendre compte qu'elle ne partage pas une amitié comme les autres. En effet, Julie est extrêmement jalouse de la vie de Gaël, de sa maison, de son physique peut-être, et une chose est sûre, de son petit ami. Et pour cause, la veille du meurtre, alors que Julie rendait visite à Gaël chez elle, une dispute éclate. Julie fait des allusions au fait qu'elle aimerait beaucoup coucher avec Steven. Elle embête Gaël avec cette plaisanterie qui présente tout de même un grand fond de vérité. Gaël finira par la mettre à la porte ce jour-là, la veille de sa mort. Tous s'accordent à dire que Julie voyait son amitié avec Gaël comme une sorte de concurrence. Et puis l'on va découvrir quelque chose d'assez incroyable. Une semaine avant le meurtre, Gaël, Julie et d'autres amis sortent en boîte de nuit. La soirée commence bien, tout le monde danse, ça s'amuse, jusqu'à ce que Julie rencontre un homme avec lequel elle va flirter, danser, un peu plus. Une chose est sûre, elle va rentrer chez lui. Elle va passer la nuit avec cet homme. Et donc Gaël va rester seul avec ses amis dans la boîte de nuit. Qui est cet homme avec lequel Julie a flirté et avec lequel elle a passé la nuit? Eh bien les amis, cet homme n'est autre que David, notre deuxième suspect. Alors les théories vont bon train. Julie, haïssant secrètement Gaël, se serait-elle associée à un David frustré des multiples refus de celle-ci afin d'organiser un plan machiavélique pour la supprimer? Gaël n'aurait sûrement pas ouvert la porte à David, mais à Julie, oui. Est-ce que les deux amis auraient bu quelques verres avant l'arrivée du bourreau complice? De plus, lors de sa garde à vue, elle va mentir. Elle va nier être allée chez Gaël la veille du meurtre. Par la suite, elle avouera, mais niera la dispute.
Son alibi est pourtant solide, une chose est sûre, elle continuera à descendre Gaëlle devant les enquêteurs, allant même jusqu'à la traiter d'alcoolique. Et on posera d'ailleurs la question au médecin légiste, est-ce que le crime a pu être commis par une femme après l'autopsie, et est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Bien, la réponse est oui. Parce que, comme je vous ai dit, les premiers coups de couteau vraisemblablement sont advenus dans le dos. Et un couteau bien aiguisé, il suffit pas d'une force extraordinaire pour que ça rentre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le crime, selon le médecin légiste, a très bien pu être commis par une femme. Figurez-vous que ce n'est pas la dernière fois que je vais vous parler de Julie, je vais vous reparler d'elle d'ici la fin de la vidéo. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le point commun entre tous nos suspects sont que ce sont à peu près tous des amis de Steven, au final. Et justement, Steven va commencer à intriguer les enquêteurs, parce que certes, il se trouve à Saint-Étienne, a priori à plus de 1000 km, mais on va s'intéresser à sa vie, à ses activités, et on va se rendre compte que ce gendre idéal de prime abord, bien peut-être pourrait cacher des choses, et de toute manière, il faut fermer toutes les pistes. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Steven aurait participé d'une manière ou d'une autre au meurtre de sa petite amie ? Les gendarmes se rendent compte que Steven avait déjà été entendu par la police dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants il y a quelques années. Il a toujours été grand consommateur de cannabis, même si ses proches s'accordent à dire qu'il avait réduit sa consommation ces derniers temps. Le fait est que c'est un milieu dangereux dans lequel on rencontre des gens dangereux. Les enquêteurs se rendent compte, passage, que Steven est endetté, que le couple s'est séparé au moins 3 fois ces dernières années. Quelque chose d'assez troublant aussi, c'est que Steven, quelques jours avant son départ, avant son déplacement à Saint-Étienne, a demandé à son patron de changer d'équipe. Initialement, il était prévu qu'il rentre du côté de la Normandie jeudi soir. Si ça avait été le cas, le meurtre peut-être n'aurait pas eu lieu puisqu'il aurait été dans la maison avec Gaëlle. Sauf qu'il demande à changer d'équipe, ce qui le faisait rentrer quelques jours plus tard. Une chose est sûre, il n'a pas quitté Saint-Étienne. Ses déplacements le prouvent, son téléphone le prouve et ses collègues le prouvent. Alors aurait-il pu avoir organisé le meurtre de sa petite amie à distance, ce pourquoi il aurait fait exprès de changer d'équipe afin de ne pas être là, le soir du crime? Pourquoi pas, mais quel est le mobile? Les enquêteurs vont se renseigner sur leur relation. Steven n'a absolument aucune raison de faire ça. Les proches vraiment disent que à ce moment-là, le couple s'entend très bien, qu'ils s'aiment. On comprend pas. Pourquoi est-ce que Steven aurait des raisons d'organiser un tel crime? Quelqu'un aurait alors pu la tuer à cause de Steven en guise de représailles quant à des affaires de drogue, de dette peut-être. Ces hypothèses sont vérifiées, rien n'est avéré. Les enquêteurs piétinent, le mystère est total. Qui a tué Gaëlle Fossé? Décidément, on a du mal à se décider, mais il nous reste une 5e théorie, les amis. Une 5e théorie qui en comprend plusieurs, mais notamment une que je trouve assez intéressante. Voici un nouveau suspect. Éric Dupin est un ancien petit ami de Gaëlle, avec lequel elle avait brièvement flirté après une rupture avec Steven. Cet homme semble bon sous tout rapport, mais une coïncidence va interpeller les gendarmes. Quelques heures avant le drame, le 26 avril, alors que Gaëlle faisait ses courses dans un supermarché, sur le parking, elle va rencontrer Éric Dupin. Selon lui, ils vont discuter pendant assez longtemps, d'ailleurs de tout, de rien, du passé, de ce qu'ils ont vécu, etc. Puis, voilà, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, quand même, ils vont se quitter. Mais les enquêteurs vont se rendre compte que, à ce moment-là, Éric Dupin est une des dernières personnes, une des toutes dernières personnes à avoir vu Gaëlle Fossé. Alors une nouvelle théorie apparaît. Est-ce que Éric Dupin aurait été pris d'un sentiment amoureux incontrôlable après l'avoir revue? Est-ce que du coup il se serait rendu chez elle avec un peu d'alcool pour essayer de la reconquérir? Est-ce qu'après un refus, il aurait commis l'irréparable?
Peut-être même que les deux amis se seraient mis d'accord sur cette soirée pendant cette rencontre au supermarché. Peut-être que quand ils ont discuté pendant 30-40 minutes, ils se sont dit bah, pourquoi pas, viens chez moi ce soir, on boit un verre en signe du bon vieux temps, je sais pas, peut-être. Et à partir de là, peut-être que ça a dérapé. Évidemment, Steven, je vous rappelle, qui a eu Gaëlle au téléphone jusqu'à 21h, a dit qu'elle n'avait rien, enfin, a dit que Gaëlle lui avait dit qu'elle n'avait rien de prévu, mais peut-être qu'elle a pu lui mentir. On imagine mal Gaëlle dire oui, il y a mon ex qui vient ce soir à la maison, on va boire des verres. Donc, ça reste une hypothèse pour les enquêteurs. Il y a aussi ces deux frères, connus pour de petits délits, qui auraient été aperçus dans le village ce soir-là. Une nouvelle fois des gens que connaissait Steven. Rien ne permet de les lier au crime. Alors est-ce que tout ça est l'œuvre d'un rôdeur? Eh bien, souvent, dans les vidéos que j'ai faites, c'est une théorie assez importante, le crime du rôdeur. Paquita Parra, peut-être même Delphine Jubilard aussi, enfin il y en a pas mal, mais là, ce qui est intéressant dans cette affaire de Gaëlle Fossé, c'est que on est à peu près sûr qu'elle allait dormir à ce moment-là, encore une fois, et qu'elle descend et qu'elle ouvre la porte à quelqu'un. Il n'y a pas d'effraction, elle connaissait son meurtrier, c'est quasiment sûr. Alors, un rôdeur qui passe, qui toque à la porte, je doute que par charité, elle ouvre et qu'elle boive quelques verres avec lui. J'en doute énormément. Donc, pour moi, la théorie du rôdeur est écartée. Et aujourd'hui, malheureusement, en 2022, ça fait 15 ans que ce crime a eu lieu, eh bien personne ne sait ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu réellement d'avancement dans l'enquête, ce qui paraît fou. Parce que certes, on est en 2007, donc ça fait un petit bout de temps, mais 2007, il y a quand même, on a déjà des bons moyens techniques. Et elle a été tuée de 66 coups de couteau dans un petit village où les murs sont fins comme ça, où tout s'entend. Et dans mes recherches, ce qui m'a frappé, c'est que vraiment les voisins disent, de un, tout se sait, mais aussi tout s'entend. Il est obligé que quelqu'un soit au courant de quelque chose, mais malheureusement, Jean-Paul et Sylvie Fossé vivent dans l'incertitude depuis plus de 15 ans. Cependant, en 2021, quelqu'un a été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire. C'est quelqu'un qui figure dans les théories que je viens de vous donner. Il s'agit d'autre que Julie. Julie a été placée en garde à vue en 2021, apparemment pour être réinterrogée sur certaines incohérences dont se seraient rendus compte les enquêteurs. Il n'y a pas eu plus d'informations que ça qui sont sorties de cette garde à vue, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça prouve quand même que l'enquête continue. Je vais maintenant vous donner mon avis sur l'identité du meurtrier. N'oubliez pas de me donner le vôtre. Avant, dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de débattre. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement si jamais vous l'avez apprécié. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, on est de retour, les amis, croyez-moi, on est de retour. Mais après avoir croisé plein d'articles, toutes les informations, ce que je retiens de cette affaire, c'est le scénario qui paraît assez clair. Une nouvelle fois, Gaëlle connaissait, mais surtout a ouvert la porte à son meurtrier. C'est pour ça que j'exclus d'ores et déjà la théorie la plus probable. Celle qui a fait le plus parler, c'est celle de David. Parce qu'en effet, le coup de l'ADN, ça fait beaucoup, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que des tests ont été faits sur David et il a été prouvé que David avait un ADN, ou du moins, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Je sais pas, mais David laisse de l'ADN très facilement dans les endroits où il va. Il y a eu un test qui a été fait sur ça. Et dans tous les cas, pour moi, il est absolument impossible que Gaëlle ouvre la porte à un mec comme David qu'elle déteste et qui lui fait peur. Il est impossible qu'elle ouvre la porte et qu'elle boive des verres avec lui. C'est là que la théorie de Julie est très intéressante, d'une association entre Julie et David. Julie vient d'être réentendue en 2021 par les gendarmes, donc est-ce que c'est un rapport avec ça? Je ne sais pas, mais j'exclus l'implication individuelle de David. J'exclus l'implication de Steven, totalement. J'ai vu pas mal d'interviews de lui, et puis voilà, il a été à Saint-Étienne, je ne le pense pas capable, ni ayant la volonté d'organiser le meurtre de Gaëlle, absolument pas. Moi, personnellement, la théorie qui me plaît, c'est la première, c'est celle du pompier.
Parce que le pompier, de ce que j'ai vu, est un homme de qui Gaëlle n'avait pas peur du tout, qu'elle aurait très bien pu faire rentrer chez elle, boire des verres avec, pourquoi pas, et puis tout ce qui se passe après, bien que ne constituant pas de preuves tangibles du tout, on est d'accord, je n'accuse personne dans cette vidéo, mais il faut reconnaître que le Rottweiler qui aboie, qui devient fou en sa présence, pour moi ça ne veut pas rien dire. Tous ceux parmi vous qui ont des animaux savent que leurs réactions ne sont jamais anodines. Et puis, le simple fait qu'il soit parti pendant des heures dans le champ d'à côté en pleine nuit, pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il a vraiment insisté pour rester seul sur la scène de crime? Ça témoigne quand même un grand sang-froid de faire ça. Sachant, imaginons que ce soit lui qui ait commis le crime, juste après de participer à la découverte. Mais si vous voulez, c'est une théorie qui m'intéresse et qui me semble plausible. Surtout que je vous rappelle qu'il n'a pas vraiment d'alibi. Il était simplement indisponible entre 22h et minuit. Donc je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas sur la théorie de Julie aussi. Alors soit Julie seule me paraît tout de même assez invraisemblable, mais ma foi pourquoi pas, le crime a pu être commis par une seule personne, ou alors une association entre Julie et David. Mais est-ce quand il y a deux personnes qui ont commis un crime ensemble, c'est beaucoup plus compliqué de le cacher, parce qu'il y a deux personnes qui peuvent craquer. Julie, en 15 ans, n'aurait pas craqué. David, en 15 ans, n'aurait pas craqué. C'est quand même assez fort. Est-ce qu'ils sont capables d'organiser ça? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Éric Dupin, aussi. Malheureusement, j'ai pas pu voir s'il avait un alibi, mais c'est une des dernières personnes qui voit Gaëlle en vie. Pour moi, ça se joue là. Et si ça ne se joue pas là, ça se joue chez une autre personne que je n'ai pas mentionnée, mais qui fait, dans tous les cas, partie des proches, et je trouve ça absolument insupportable qu'on n'ait rien retrouvé, sachant qu'à la base, ça paraît simple, quand même, à résoudre comme crime. On est dans un petit village, 66 coups de couteau, aucune trace. De l'assouplissant pour nettoyer la tache de sang, de l'assouplissant. Ça ne peut être que l'œuvre de quelqu'un déjà qui n'a pas l'habitude de faire des lessives. Parce que l'assouplissant, oui, ça marche pour les vêtements, mais c'est pas un produit nettoyant de sol, du tout. C'est une affaire qui m'a beaucoup marqué. Alors j'ai essayé de contacter les parents de Gaëlle Fossé. Malheureusement, ils m'ont répondu, mais ils n'ont pas vraiment souhaité participer. En tout cas, c'est une affaire très intéressante qui est mystérieuse et surtout qui est très rageante. Parce qu'on sent que la vérité est toute proche. Et je pense très honnêtement qu'on la saura un jour, la vérité. Que quelqu'un parlera un peu, si vous voulez, comme l'affaire Grégory, même si au final on n'a toujours pas la vérité, mais je pense que dans ce cas-là, les langues se délieront un jour et on saura ce qui s'est passé ce soir du 26 avril. Les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là pour le retour. Merci notamment à Marie-Lou, merci à Axel, à Cory, à Lorraine, à Agnès, à Rémi, Julie, Victor, Poirier, Flavian, Ariane, Bastien, Valmès. Merci à tous pour vos dons sur Tipeee, merci d'être là. J'ai eu 2-3 soucis personnels ces 2 derniers mois qui ont fait que je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail, mais sachez que je vais beaucoup mieux, croyez-moi, qu'on est reparti, qu'on va reprendre un rythme normal de une vidéo tous les 10 jours, 14 jours à peu près, au moins 2 vidéos par mois, c'est ce que je compte faire. Et puis je suis motivé comme jamais, membre du Cercle Noir, merci, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et on se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Membre du Cercle Noir, prenez soin de vous, salut à tous.